l'Alexandrie antique. La ville de Cléopâtre émerge de son cimetière marin. Grâce aux recherches historiques et archéologiques, Pat Brown dispose à présent de la reconstitution la plus exacte possible du palais royal et du mausolée. Ayant conclu que Cléopâtre n'a pas un profil suicidaire, je dois maintenant le prouver. Elle peut désormais retracer en détail les événements qui ont conduit à la mort de la reine. Quand je reconstitue la scène d'un crime, je m'intéresse à sa configuration. Qu'est-il possible de faire dans tel ou tel lieu? Il faut être capable d'imaginer un décor cohérent. L'histoire nous a livré une version des faits. En voici le déroulement selon Plutarque. Cléopâtre est emprisonnée dans son mausolée. Malgré tout, elle se fait apporter un aspic venimeux. Elle envoie une lettre de suicide à son ravisseur, Octave, qui loge dans son palais. Ensuite, elle s'enferme. Cléopâtre est mordue la première. Puis vient le tour de ses deux servantes. Lorsqu'elles sont découvertes, Cléopâtre est sans vie et ses servantes agonisent. La reine a deux légères marques de piqûres sur le bras. Il y a des détails qui vous frappent et qui vous alertent. Si vous vous repassez la scène, est-ce que vous pouvez imaginer trois femmes qui cherchent à se faire mordre par un aspic, notamment les servantes après avoir vu leur maîtresse s'effondrer par terre? Est-ce que ça paraît vraisemblable qu'elles aient saisi un serpent venimeux? Les gens ont peur de ces bêtes-là. Pat Brown cherche à présent à vérifier dans quelle mesure l'histoire officielle est plausible. Elle se rend au Caire, où elle a rendez-vous avec un toxicologue spécialiste des venins de serpents et de poisons anciens, le professeur David Worrell. Il l'emmène dans un endroit peu connu de la périphérie Kairote, du nom d'Abu Rawash, surnommé le village des vipères. Le professeur Worrell y présente les principaux suspects à notre investigatrice. Alors, à qui a-t-on affaire ici? C'est la fameuse vipère à cornes. Adorable. C'était une vipère très connue au temps des pharaons. Elle est très venimeuse. Je ne devrais peut-être pas trop m'en approcher alors. Son venin agit relativement lentement. Combien de temps mettrait-il à tuer une personne? Probablement plusieurs jours, voire des semaines. Alors il y a peu de chances que ce soit ce genre de vipère qui ait tué Cléopâtre. En effet, même si on a cité la vipère à cornes comme une des causes possibles de sa mort, je conteste cette idée. Elle me semble peu crédible. Il faudrait plutôt se concentrer sur celui-ci. Oh là là. Voici notre meilleur candidat, le cobra égyptien. C'est le serpent venimeux le plus impressionnant du pays. C'est le plus gros. Son venin est le plus redoutable. Il est neurotoxique. Ce qui veut dire que les toxines bloquent la transmission de l'influx nerveux, ce qui entraîne une paralysie progressive. Une fois Cléopâtre touchée, le venin aurait d'abord paralysé les muscles oculaires. Il aurait ensuite figé les muscles de la poitrine et du ventre. Elle serait morte par suffocation. Son corps n'en aurait porté que peu de traces. Il y aurait eu la marque des crochets. il se voit à l'œil nu? Oui, encore qu'elle puisse être très discrète, même quand la morsure provient d'un serpent de grande taille. Une description conforme au tout premier témoignage portant sur la dépouille de la reine. Plutarque affirme qu'il n'y avait que 2 traces. Il évoque 2 traces minuscules, mais n'ajoute aucune observation sur les morsures. Le professeur Worrell estime également qu'un seul cobra aurait pu injecter suffisamment de venin pour tuer les 3 femmes. Une infime quantité du venin que l'on voit dans cette fiole suffirait-elle pour une seule morsure? Oui, le cobra n'en injecte que quelques gouttes par morsure. Il y en a beaucoup là. En l'état actuel de la science, on considère que des morsures répétées, jusqu'à 10 d'affilée, peuvent inoculer des doses mortelles de venin. Au premier regard, le témoignage du professeur Worrell semble confirmer l'hypothèse d'une morsure de cobra.
Cela dit, quelques jours plus tard, Pat Brown remarque un détail d'importance dans la configuration de la scène du crime qui pourrait remettre en question le récit officiel. Le mausolée de Cléopâtre se trouvait en effet tout près du palais où logeait Octave. Seule une centaine de mètres sépare le mausolée du palais. C'est une toute petite distance. Par conséquent, il n'aurait fallu que quelques minutes aux gardes pour se rendre de l'un à l'autre, munis de la lettre de suicide, et à peine plus de quelques minutes pour revenir et la trouver morte. Reste à savoir au bout de combien de temps le venin d'un cobra égyptien aurait entraîné la mort de Cléopâtre. La mort la plus rapide que j'ai pu constater est survenue en 2 heures. Mais on a déjà signalé des temps plus courts. Il a pu ne s'écouler qu'une vingtaine de minutes, même si vraisemblablement, il aurait fallu quelques heures. Les servantes auraient péri dans les secondes qui ont suivi le retour du garde. En d'autres termes, les 3 victimes auraient succombé au venin en un temps on ne peut plus bref. Si Cléopâtre avait adressé une lettre à Octave, le garde serait revenu très vite et aurait trouvé Cléopâtre en vie. Autre difficulté pointée par Pat Brown, les morsures de cobra égyptiens ne contiennent pas toujours du venin mortel. Même si vous êtes mordu par un serpent venimeux et que l'écrou vous perfore la peau, il y a seulement 50% de chances que du venin soit injecté. Il est donc pour le moins improbable que les 3 victimes aient péri d'une seule morsure de serpent. Intelligente et avisée comme Cléopâtre l'était, je serais étonné qu'elle s'en soit remise entièrement au venin pour se supprimer. Pat Brown remarque encore un autre élément de nature à écarter cette hypothèse. Selon Plutarque, on n'a trouvé aucune trace de serpent dans le mausolée de la reine. Aucun aspic n'a été retrouvé dans le mausolée. En cas de suicide, on a en général 2 choses. Le corps et l'instrument de la mort, puisqu'une fois mort, on ne peut plus le faire disparaître. Après le suicide de Cléopâtre et des servantes, où est passée l'arme du crime? Les éléments de l'enquête semblent démentir la version officielle. Mais avant de récuser celle-ci, Pat Brown cherche une raison à cette falsification de l'histoire. Elle se rend dans le sud de l'Égypte pour en savoir plus sur la théorie de la morsure de cobra. La dynastie de Cléopâtre a érigé cette architecture cernée d'eau, le magnifique temple de Philae. Le professeur Saïd Gohary, égyptologue, nous expose le mythe associé au temple et à sa déesse tutélaire Isis. On reconnaît partout la figure de la déesse Isis. Dans la mythologie égyptienne, Isis est la déesse mère. Le professeur Gohary indique à Pat une sculpture qui établit un lien entre Cléopâtre, la déesse et le cobra. Regardez ce haut relief ici qui représente Isis au centre. Elle approvisionne en eau l'Égypte, ainsi que la plantation. Toute la scène est placée sous la protection du cobra. Vous voyez sa tête? Là? Ce haut relief illustre la relation existant entre Cléopâtre et Isis. Ce qui a valeur de fait historique pourrait donc en réalité provenir d'un mythe. Lors de son accession au trône, Cléopâtre n'est pas seulement devenue reine. Aux yeux des anciens Égyptiens, elle apparaissait du même coup comme une incarnation de la déesse Isis.
L'Antiquité égyptienne était placée sous la domination des dieux. Au bout de 3000 ans, on vouait le même culte aux rois qu'aux dieux. Et les pharaons se considéraient eux-mêmes comme des dieux vivants. Le symbole de Cléopâtre était le cobra égyptien. Le serpent qui ornait sa coiffure manifestait sa royauté. Dès le jour de son couronnement, son destin se trouvait étroitement associé au cobra. À mon avis, on peut établir un parallèle entre le symbole de la royauté et la mort de Cléopâtre. Cet animal très dangereux, le cobra, dont le rôle est de protéger la reine d'Égypte, se trouve être, dans le mythe, l'instrument de sa mort. Pour Pat Brown, l'histoire qu'on nous raconte depuis 2000 ans relève plutôt d'un mythe. Mais si le suicide de Cléopâtre n'est pas dû à une morsure de cobra, comment donc est-elle morte? Brown s'intéresse maintenant à l'autre hypothèse de suicide envisagée. Plutarque évoque en effet une autre version de la mort de Cléopâtre, un suicide par empoisonnement. Il explique même comment elle s'y serait prise. Le bruit courut même qu'elle portait toujours du poison dans une aiguille à cheveux qui était creuse et qu'elle avait dans sa coiffure. Afin d'examiner la théorie de l'empoisonnement, Brown s'adresse à nouveau au professeur Warrell, capable d'identifier les types de poisons utilisés du temps de Cléopâtre. Il l'emmène sur un marché Kairote où l'on en vend toujours aujourd'hui. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'époque de Cléopâtre, on trouvait une multitude de poisons et on savait s'en servir. Elle en aurait connu les propriétés vu son niveau d'éducation. Elle devait être experte en empoisonnement. Là-haut, je vois de la ciguë tachetée. C'est une plante toxique dont le principe actif est la conine. C'est le poison auquel a succombé Socrate en 399 avant Jésus-Christ. Il est donc très connu. On en meurt lentement, mais sans trop de souffrance. Mais il existe un tas d'autres possibilités. Par exemple, je vois de l'arsenic, ici de l'arsenic jaune. De l'arsenic jaune, c'est une jolie pierre. Oui, jolie et mortelle. L'arsenic provoque une mort abominable. Je le déconseille. Pensez-vous que de tous ces poisons, Cléopâtre ait privilégié la ciguë? Oui, c'est tout à fait possible. Pat Brown fait analyser la ciguë par un établissement antipoison réputé situé en Nouvelle-Zélande. Le docteur Léo Shep prépare un concentré très toxique à partir de la plante. Il tente d'évaluer la quantité de poison qui aurait été nécessaire pour tuer Cléopâtre et ses servantes. Une aiguille peut contenir 1 à 2 millilitres de liquide. Or, il lui en aurait fallu 30 millilitres pour se tuer, et 60 millilitres supplémentaires pour tuer ses servantes. Il y a donc une infime probabilité que la ciguë ait été à l'origine de sa mort. Mais peut-être Cléopâtre s'est-elle procuré le poison autrement. Brown désire donc savoir si entre le moment où elle a envoyé sa lettre de suicide et celui où le garde l'a retrouvée morte, elle aurait pu succomber à la ciguë. Les résultats du docteur Shep excluent cette éventualité. Intéressant. La mort survient plusieurs heures après l'ingestion. Il se serait écoulé un temps trop long, il y aurait eu des signes physiques. Cette affaire de suicide ne tient pas debout, c'est absurde. Ce qui est intéressant chez Cléopâtre, c'est qu'elle n'a pas le profil de ses gouvernants qui, en situation d'échec, se suicident. Elle peut subir des revers et néanmoins persévérer. Elle a de la ressource, donc l'idée que face à l'adversité elle se soit suicidée ne tient pas la route. Si sa mort n'est due ni à un empoisonnement, ni à une morsure de cobra, qu'est-il donc réellement arrivé à Cléopâtre? Un suicide est très peu vraisemblable. Brown en est maintenant convaincu. Un détail décisif rend la chose encore moins plausible. La lettre de suicide.
Quelques minutes seulement avant sa mort, Cléopâtre a rédigé une lettre de suicide et l'a fait porter à son ravisseur Octave. Ce n'est pas ce qu'on fait quand on a vraiment l'intention de se suicider. On ne rédige pas une lettre pour la remettre à un tiers. D'habitude, on l'écrit pour la laisser près de soi. Une révélation qui oriente l'enquête vers un meurtre. Là, j'en suis à écarter la possibilité d'un suicide, ce qui laisse une autre éventualité, à savoir celle de l'homicide. Si elle ne se trompe pas, Pat Brown est désormais sur la piste du meurtrier de Cléopâtre. Je vais rechercher qui avait le pouvoir de commettre ce crime, ainsi qu'un mobile.